Bonjour, on embarque dans un nouvel épisode de Pile ou Sas, le podcast qui plonge dans les coulisses du monde SaaS. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui, j'accueille Ludovic Stang, co-CEO de Allo, la plateforme qui rend le droit accessible à tous et qui offre aux professionnels du juridique, les avocats, notaires, commissaires de justice, une plateforme unique de gestion de la relation client. Alors, Allo était fondé en 2023, si je me trompe pas, en mode père et fils. Donc Ludovic, que je reçois aujourd'hui, le père, et Germain, le fils. Et Allo rassemble déjà plus de 90 000 professionnels du juridique. Donc ils viennent de lever des fonds. Ludovic est établi à Nantes. C'est un parcours marqué notamment par l'expertise CRM, un passage dans le très grand groupe Suez et dans le secteur notarial, sans doute une inspiration concrète pour le projet Allo qui verra le jour quelques temps après. Donc on ira regarder cela de plus près dans un instant. Mais avant de plonger dans cette conversation, un mot pour vous, dirigeants ou responsables marketing de SaaS. Et si dans 14 jours, vous pouviez faire augmenter significativement le taux de conversion de votre site? Comment? C'est hyper simple. Une vidéo de 60 secondes sur votre page d'accueil ou landing page. Une vidéo qui explique clairement votre solution et donne envie d'acheter immédiatement. On a une méthode, c'est-à-dire qu'on analyse votre offre, on rédige le script parfait, on crée des animations en motion design qui claquent et on vous livre une vidéo qui convertit. Alors si vous êtes prêt à transformer votre site en machine à convertir, demandez votre consultation gratuite maintenant via mon profil LinkedIn et dans 14 jours, vous pourriez avoir la vidéo qui change tout. Maintenant, place à notre invité. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bienvenue dans Pile ou Sas. Alors Ludovic, le principe est simple. On va commencer tout de suite. Je te pose une série de questions à choix binaire et tu réponds instantanément. Prêt? Yes. C'est parti. Bootstrap ou levée de fonds? Levée de fonds. Couche tard ou lève tôt? Lève tôt. Risque calculé ou intuition? Intuition. Marketplace ou CRM? Marketplace. Accès au droit ou productivité interne? Accès au droit. Acquisition payante ou organique? Organique. Visio ou présentiel? Visio. Intégration must-have ou produit autonome? Produit autonome. Conformité d'abord ou traction d'abord? Conformité d'abord. Pricing simple ou modulable à l'usage? Modulable. Marché local ou international? Local first. Inbound marketing ou outbound marketing? Outbound pour l'instant. Pile ou Sas? SaaS. Depuis ta mission de direction dans une coopérative notariale jusqu'à la création d'Allo avec ton fils Germain, quel moment t'a fait dire on peut vraiment ouvrir le droit à tous, parce que c'est quand même une promesse très significative, importante? Sur ce sujet-là, alors effectivement, il y a les expériences que j'ai pu traverser, qu'on fait le cheminement, et puis il y a l'expérience de citoyen lambda, je dirais à titre personnel, sur des expériences d'injustice et de justice qui m'ont fait dire qu'il était encore très difficile, ou en tout cas aujourd'hui, d'avoir une expérience client digne de ce nom, enfin telle qu'on peut la connaître maintenant dans n'importe quel pan de métier, et qui avait vraiment quelque chose à faire, et qui plus est avec des professionnels de droit par ailleurs qui sont un peu en peine. Tu vois, on a affaire quand même à des PME de taille réduite, parce que on est ni plus ni moins sur l'équivalent d'une PME quand on parle d'un notaire ou d'un avocat, et qui n'ont pas de DSI, qui n'ont pas de marketeux, qui n'ont pas de sales, parce que en plus, qui plus est, ils sont relativement contraints déontologiquement sur ces sujets-là. Et c'était comment on peut nous offrir cette fenêtre de visibilité pour rendre le sujet beaucoup plus accessible et fluide. Tu as monté cette boîte en 2023, c'est ça? Ouais. Avec Germain, qui est ton fils? Ouais, tout à fait. Comment vous êtes venu à vous lancer dans un projet, comme on dit, père et fils, et comment, explique-nous un peu la genèse d'ailleurs d'Allo. Germain comme moi déjà. Alors moi j'ai été dans la tech sur le tard. J'approche aujourd'hui de la cinquantaine et je crois que j'ai commencé à être vraiment sur des sujets tech vers l'âge de 35 ans. Mais ça a toujours été une passion à titre perso, donc toujours très à l'écoute, très en veille. Et Germain, depuis qu'il est tout petit, il est baigné avec moi. Alors je l'ai pas forcé, il est baigné avec moi à regarder des diffusions, des keynotes de grands groupes, Apple, Google, Meta, etc. Depuis qu'il est tout petit.
chez nous, il n'y a pas de match de foot. En fait, c'est des keynotes. Moi, je prenais des congés pour pouvoir regarder des keynotes. Je me levais la nuit et il m'a suivi tout petit. Donc, et lui, Germain, très vite, il a commencé à coder vers l'âge de 8-10 ans avec de l'Arduino très simplement. Et puis après, il a commencé à faire du Scratch, qui est enseigné maintenant au collège. Et puis moi qui étais sur une expérience Salesforce, il a découvert la plateforme Trellet, tu sais, qui est la plateforme de formation gratuite de Salesforce. Donc j'ai dû, quand il avait, je crois, 13 ans, lui expliquer ce qu'était qu'un lead, une opportunité, etc. On s'est posé tous les deux un dimanche, et puis il s'est engouffré dedans et il a atteint un niveau de formation, en fait, un niveau de score qui était relativement élevé, et Salesforce y est intéressé. Donc il a été récompensé à 15 ans, plus jeune développeur au monde, par Salesforce. Et puis il a commencé à lancer sa première auto-entreprise, lui, dès 16 ans. Donc il a été entrepreneur avant moi, pour le coup, dès 16 ans, avec un peu de consulting et de la production vidéo, parce que c'est aussi une de ses passions. Et voilà. Puis Germain, après le bac, il est parti à Montréal faire une année en computer science. Et le projet d'Allo est né un peu avant qu'il parte, et on s'était gardé un créneau tous les vendredis de 2 heures sur lequel lui commençait à maqueter le produit. Moi, j'étais un peu plus sur l'étude de marché. Et puis à la fin de cette première année d'études pour lui, on a dit go, en fait, on y croit. Et puis on avait déjà des investisseurs qui étaient intéressés par le sujet, donc c'est comme ça que le sujet s'est lancé. Comment on peut avoir des investisseurs avant même de lancer le projet? Ça, tu peux nous en dire un peu plus? Pour nous, déjà, le sujet de la levée de fonds même était très nouveau. Hein. On n'est pas du tout issus de l'écosystème Germain comme moi, donc et c'était assez nouveau. En fait, ça s'est fait d'abord par relation avec un DAF d'un groupe industriel nantais qui a commencé à nous dire, voilà, on cherche nous à se diversifier, on cherche des pistes de développement, on voudrait aller sur des sujets plus tech, sur du SaaS, etc. Et puis globalement, on est allé avec 10 slides et une maquette produit, beaucoup de conviction, et ça nous a bien aidé parce qu'on a levé 475 000 euros sur cette première levée. Donc tu vois, on a créé la boîte en avril. En septembre, on accueillait nos 3 premiers collaborateurs et on était en train de build le produit, et on est live depuis début février 24. On va encore un tout petit peu parler, parce que j'imagine que ça doit être beaucoup de questions. C'est vrai que c'est pas intriguant, mais c'est vachement intéressant de voir une relation père-fils dans une boîte, encore plus dans une boîte SaaS qui est très nouvelle et qui se lance de manière plutôt, on va dire, avec des marqueurs de succès quand même, ouais, qui sont indéniables. Tu as un peu commencé à répondre à ma prochaine question, mais en gros, vous êtes tous les deux à la tête de la boîte. Qui décide quoi? Comment vous arbitrez par rapport aux produits? Je sais pas, le go-to-market. Et comment ça fonctionne? Voilà, cette double tête. Germain, lui, remplit le rôle de CTO et moi de CEO, donc toute la partie effectivement finance, RP, market malgré tout est chez moi, et toute la partie produit est plutôt chez lui. Germain est quelqu'un qui est en veille permanente, et alors ce qui était nouveau par contre pour lui, c'était le management d'une équipe, parce que il faut voir que Germain avait 20 ans, il a 21 ans maintenant, avait 20 ans, donc manager des équipes qui sont plus âgées que lui, plus d'expérience, etc. C'était quelque chose de très nouveau, mais par contre, ça reste quelqu'un effectivement qui est très en veille et qui a une très bonne vision de l'avenir du produit. Donc on arrive à arbitrer à deux. Écoute, ça se fait dans une relation familiale, hein, c'est-à-dire que des fois il y a des points de désaccord, ça se règle assez facilement. Il y a une transparence et une franchise qui est beaucoup plus facile, je pense, qu'avec n'importe quel associé, parce que si on a envie, excuse-moi du terme, mais de se dire merde, on se le dit, mais le sujet est réglé. Ou si je fais des choses moins bien, ou moi je pense qu'il fait des choses moins bien, on se le dit sans barrière. Donc ça facilite quand même beaucoup de choses. Ce qu'on dit souvent à nos prestataires, quand on est en réunion, on a juste à se regarder et on sait si ça le fait ou pas, ou si on va y aller ou pas. Et puis on a fait rentrer quand même très récemment une 3e personne à nos côtés, Damien Soisson, qui nous a rejoint sur le poste de CRO pour accompagner la croissance d'Allo, et qui est pas mal non plus, parce qu'effectivement on était sur un raisonnement à 2 têtes, dans des convictions qui sont assez partagées, et avoir une personne extérieure maintenant qui vient nous challenger, qui est aussi très impliquée fatalement sur le produit, c'est un vrai plus, ouais.
Ouais, la triplicité, ça a souvent Ouais. du bon. Vous avez démarré sur les chapeaux de roue, levé des fonds, vous êtes allé très vite, mais c'est quand même, il y a quand même un moment où on se dit bon, ça y est, on y est. Le moment où vous avez senti que votre démarche, votre projet, votre solution, elle était validée en gros pour le marché. Bah, déjà, il y a une première chose, c'est que même si on était euh, plein de convictions, on s'est entouré d'un groupe d'experts dès le début. C'est-à-dire que le build du produit a été animé par des ateliers avec des mix d'avocats et de notaires qui nous ont accompagnés pour qu'effectivement on puisse confronter ces idées et cette vision avec eux. Pour autant, si tu veux, notre leitmotiv à nous, c'est favoriser l'accès au droit. Et je pense que ce qui est une de nos forces par rapport à d'autres solutions legal tech qui ont pu pousser ou qui peuvent pousser, c'est de se mettre dans un premier temps dans la position du consommateur avant de penser pour des avocats par des avocats, tu vois. Nous, on s'est mis dans la position du consommateur. Moi, tu vois, quand j'étais à la direction générale de cette coopérative de notaires, j'ai découvert des tas de sujets de protection de la famille, du patrimoine, etc. Quand j'évoquais ça avec mon entourage, la plupart n'avaient même pas connaissance. Tu vois, je te donne un chiffre tout bête. Tu as un peu moins de la moitié des PACS en France qui sont protégés par un testament, par exemple. Qui peut paraître très basique, mais quand tu parles à des jeunes, ils n'ont pas conscience de la nécessité de la protection par le testament. Et donc nous, notre leitmotiv premier, c'était de dire comment je peux faire en sorte de commencer à éduquer, faciliter aussi, surtout parce que passer la porte d'un notaire, d'un avocat, c'est pas un sujet facile. On a souvent une image en plus un peu vieillissante, poussiéreuse, compliquée, chère de ces professions-là. Et donc notre sujet, c'était de dire comment je peux faire du droit un objet, même si le terme est pas très beau, mais un objet de consommation comme un autre qui va faire en sorte que les Français se protègent mieux. Et donc ça a été d'abord notre point d'accroche. Pour confronter le sujet, tu parles dans ton entourage, tu te rends compte très vite qu'il y a soit pas d'expérience du tout ou des expériences plus ou moins bonnes. Et puis après, comme je te disais, effectivement, c'est l'atelier d'experts qui nous suit toujours d'ailleurs. Hein. Toutes nos releases sont challengées par notre groupe d'experts, avocats et notaires, et puis testées chez eux. On a un groupe de bêta-testeurs pour confronter effectivement le produit au marché. La confiance et la déontologie, c'est très important hein, dans le secteur des professionnels de tous les métiers juridiques. On les a cités comme avocats, notaires, commissaires de justice. Vous avez obtenu le label éthique. Ouais. Ça semble être crucial hein, pour l'aspect conformité et la confiance, aussi bien pour des pros que du client final. Comment ça se passe pour obtenir ce Graal ? Ce qui est certain, c'est que dès le début, on était conscient que compte tenu des professions qu'on adressait, de la sensibilité de la donnée qu'on pouvait avoir sur la plateforme, on se devait d'être parfaitement irréprochable sur le sujet. T'imagines bien que nos clients sont les premiers qui auscultent pour le coup nos CGU, nos CGS, etc. Donc on se devait d'être parfaitement irréprochable sur le sujet. Ce qu'on a fait effectivement, alors déjà d'un point de vue technique, on a mis peu ou prou le même niveau de sécurité que ce qu'on peut connaître sur, pour pas le citer, sur les grandes plateformes de prise de rendez-vous de santé par exemple. On a fait un gros investissement juridique aussi sur le sujet. Et puis effectivement, on avait nous obtenu le cahier des charges de la labellisation éthique délivrée par le Conseil supérieur du notariat. Et en fait, on a fait la construction sur cette norme dès le départ du produit, sachant qu'il n'y a pas d'équivalence côté avocat hein, par le CNB. Mais pour avoir échangé pendant cette construction avec des barreaux, avec des avocats, c'était quelque chose justement qui était plutôt apprécié, qui leur apportait aussi un gage de garantie, sachant que le label éthique est quand même assez strict. Hein. Tu as un audit de 2 jours par le bureau Veritas qui vient ausculter la qualité de ton code, le versionning de ton code, le stockage, la sécurité d'accès à ton site, d'accès au poste, etc., etc. Donc et on n'était pas mécontent parce que pour ton info, on était live 1er février 2024. L'audit était le 3 février. Donc autant te dire qu'on a pas mal marné entre on a passé quelques nuits entre le je délivre et je m'assure qu'on documente, qu'on soit conforme, etc. Et on n'a eu aucune non-conformité, même mineure. Qui des dires de l'auditrice nous a dit que c'était relativement exceptionnel pour des boîtes aussi jeunes que la nôtre. Et là, on a passé notre recyclage, que c'est un recyclage chaque année, toujours pareil avec plutôt brio. Donc, et c'est vraiment une de nos forces hein, aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'accompagnement de notre dernière levée là qu'on a réalisé
digitalisé en juin. En plus de notre deck classique tel qu'on peut le connaître, on a un legal pitch deck qui accompagne ce deck, qui est extrêmement fourni pour assurer cette conformité. Ce qui est étonnant quand même, c'est que visiblement, les avocats sont un peu moins structurés sur cet aspect-là que les notaires, quoi. Ils ont pas de labellisation. Alors pour avoir échangé avec des personnes du Conseil national des barreaux dernièrement, je sais que c'est un sujet auquel ils réfléchissent, mais il n'y a pas d'équivalence. Allo aura permis de faire avancer Ouais. le sujet chez les avocats. Alors, comment tu expliques concrètement à un client potentiel ou à un cabinet, parce que finalement vous avez deux cibles, on pourrait dire. On y reviendra. En 60 secondes, comment tu expliques la solution Allo? Notre sujet premier, côté professionnel, c'est de leur expliquer, mais ils en ont très vite conscience quand tu leur exprimes, c'est que l'expérience client c'est ce qui va clairement faire la différence dans le monde alors déjà dans le monde concurrentiel dans lequel ils sont, parce que tu as de plus en plus de notaires et d'avocats déjà, et puis surtout aujourd'hui tu dois le voir, hein, tu as une foultitude d'IA qui arrive sur la production d'actes, sur la production de contrats, et donc leur élément différenciant demain et dès aujourd'hui, c'est la relation client. Et la relation client, la valeur ajoutée qu'ont ces professionnels du droit, c'est dans la relation humaine, dans l'écoute et dans le conseil. Donc notre sujet, c'est de dire, vous avez la production aujourd'hui qui tend vers de l'automatisation. Nous, on va digitaliser cette relation client pour que votre sujet, ce soit bien ce face-à-face client, cette écoute, ce conseil et cette relation humaine. Ça, c'est le premier point. Et puis, bien entendu, à travers ça, Allo est une fenêtre de visibilité pour leur faire gagner aussi des nouveaux clients et des dossiers, et donc les accompagner dans le développement de leur activité. Hein, on a, nous, d'ailleurs, un peu plus de 40% de nos clients qui sont des jeunes pros récemment installés, des jeunes avocats, des jeunes notaires, qui plus est, qui ont souvent pas de collaborateurs, donc ont besoin de ce secrétariat en quelque sorte externalisé, et puis qui ont besoin de se créer un portefeuille client. Tu viens de parler de la différenciation nécessaire pour les professionnels, mais selon toi, qu'est-ce qui différencie Allo de manière significative sur le marché? Est-ce qu'il y a des concurrents ou des offres qui pourraient être comparées? Est-ce que c'est quoi? La techno, le pricing, la conformité parfaite? Tu as plusieurs éléments. La conformité est un élément essentiel, c'est indéniable. C'est ce qui assure, je dirais, ce qui donne l'assurance et la confiance, que ce soit à nos clients professionnels de droit, mais aussi aux particuliers qui vont sur une plateforme comme la nôtre. On est aussi la seule qui réunit l'ensemble des professionnels du droit en capacité d'adresser les besoins des particuliers. Parce que tu as eu des solutions effectivement qui étaient que avocats ou que notaires, etc. Moi, en tant que client, en tant que consommateur, j'ai envie de retrouver sur mon espace tout mon historique juridique, y compris ce que j'ai pu faire avec un avocat, un notaire, etc. Ça, c'est le premier point. Et après, deuxième point, effectivement, on s'arrête pas à la prise de rendez-vous en tant que telle. On va plus loin, puisque maintenant, on a embarqué la visio, on a embarqué le paiement en ligne qui va te permettre de payer ta consultation en ligne. On a la collecte de documents intelligents qui est en train d'arriver. Et puis, au-delà de ça, côté professionnel du droit, ça devient un véritable CRM, une colonne vertébrale de ses relations clients chez lui, puisque tu vois là on vient de pousser sur de la sollicitation personnalisée, puisque les professionnels ont droit de faire de la sollicitation sur leur portefeuille client. Et donc l'idée, c'est qu'on ait quelque chose qui soit un peu intelligent, le plus automatisé possible, puisque j'en reviens toujours au point de départ. Ils n'ont pas de marketeux, ils n'ont pas de DSI, etc. Donc il ne faut pas qu'ils y passent des heures. Il faut que ce soit le plus simple possible du monde et le plus automatisé possible. Et donc là, on vient de sortir un module de sollicitation qui va leur permettre de solliciter leurs clients, de leur apporter du conseil, je sais pas, nouvelle loi de finances, gestion patrimoniale, mon client a approché 50 ans, je vais avoir une communication ciblée vers lui de façon complètement automatisée avec des flows que je peux programmer sur Allo. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est-à-dire, on se contente pas d'être une plateforme d'intermédiation, on accompagne le professionnel de droit dans cette digitalisation de la relation client et dans l'animation de son portefeuille client. Oui, c'est ça. Donc finalement, au lieu d'avoir un millefeuille de solutions qui viennent à la rescousse des professionnels juridiques, là vous arrivez avec une solution full, complète, qui
qui a été pensé pour répondre à tous les éventuels frottements et puis les nouveaux enjeux qui les concernent aujourd'hui, y compris pour les nouveaux qui, j'imagine, les nouveaux entrants sur ces professionnels-là, c'est-à-dire les nouvelles générations, Oui. Qui sans doute, eux, vont être déjà plus naturellement tournés vers une solution comme la vôtre, quoi. Oui, clairement. Alors, on fait attention quand même de pouvoir adresser tout le monde. Il y a une appétence sur la nouvelle génération qui arrive qui est plus forte et en tout cas une sensibilité je dirais à l'intérêt de la relation client qui est encore plus forte. Mais comme je te disais, on essaye le plus possible de faire le plus d'automatisation possible et les choses le plus simplement possible du monde pour que il y ait pas besoin d'avoir une appétence informatique folle pour utiliser Allo. C'est vraiment notre sujet, quoi. Alors, parle-nous de ton modèle économique là. Est-ce que vous avez expérimenté plusieurs modèles avant d'arriver à celui où vous êtes maintenant? Alors, nous, on a un modèle où c'est gratuit pour le particulier, quoi qu'il arrive, à ce stade. Alors, bien entendu, au-delà du prix de la consultation ou des honoraires de l'avocat ou du notaire, mais c'est gratuit sur le modèle de prise de rendez-vous. Et c'est le professionnel droit qui, lui, vient assumer le coût de l'abonnement que lui offre la visibilité, que lui offre Allo à travers la visibilité sur la plateforme et la digitalisation de sa prise de rendez-vous à minima sur le sujet. Pour l'instant, on est sur ce modèle-là. Les choses évolueront certainement à l'avenir en fonction des briques additionnelles qui vont arriver avec des formes de package très certainement. Peut-être qu'on peut l'imaginer sur les plateformes SaaS, du starter qui pourrait être que la prise de rendez-vous et puis d'autres packs avec plus de fonctionnalités. On cherche encore un peu le modèle sur le sujet. Notre sujet à ce stade, pour l'instant, c'est acquisition, pour faire en sorte que déjà on ait un maximum de particuliers qui puissent avoir accès à un professionnel droit à proximité de chez lui. Vous avez closé un peu plus d'1,5 million, 1,6 million. Ça, c'est très récent, il me semble, c'est juin dernier. Ouais. Pourquoi cette levée de fonds à ce moment-là? Et comment vous y êtes arrivé? Est-ce que c'est la suite logique? Est-ce que c'était déjà dans la roadmap au départ? Parce que tu parlais tout à l'heure que vous avez commencé avec à quelque chose un peu moins de 500 000, ouais. Ouais, voilà, un peu moins de 500 000 euros au départ. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et auprès de qui, d'ailleurs, vous avez levé ces fonds-là et qu'est-ce qui les a convaincus? C'était effectivement déjà dans la roadmap. On savait que on allait arriver à une phase où il allait falloir qu'on aille encore plus vite sur le produit, avec des sujets aussi prédominants auxquels on peut pas échapper, qui est l'introduction de l'IA dans notre modèle. Comment on peut justement pour toujours dans un souci de simplicité, que ce soit pour le particulier ou le professionnel, accompagner avec de l'IA sans doute beaucoup plus d'automatisation dans le modèle. Donc on savait qu'on allait avoir cette nécessité-là de capter un peu d'argent pour renforcer les équipes produits et puis surtout de renforcer la partie sales et market qui est vraiment maintenant le levier du moment et avec une vision d'ores et déjà d'une potentielle série A d'ici fin d'année prochaine, mais là plutôt sur une expansion à l'international puisqu'on est déjà sollicité. Je pense à la Grèce, à l'Espagne notamment, qui nous ont déjà sollicité sur le modèle, qui sont très très séduits, et puis des marchés qui sont aussi plus conséquents sur le plan européen. 90 000 produits droits en France pour ton info. Et si tu prends ne serait-ce que les avocats, 250 000 avocats en Italie par exemple, 165 000 en Espagne. Donc on a un marché potentiel européen à minima qui est relativement conséquent et des gens qui sont déjà très intéressés par notre modèle. Auprès de qui vous avez levé ces fonds alors finalement? On a fait une partie en crowdfunding avec SoWeFund qui nous permettait je dirais de faire rayonner aussi Allo auprès de notre communauté, parce qu'on avait pas mal d'avocats et de notaires qui avaient demandé notamment à pouvoir investir chez Allo, et pour le coup le crowdfunding était le bon moyen. On a eu la bonne surprise d'avoir pas mal de clients mais aussi de prospects qui ont investi à travers SoWeFund. On a notre investisseur historique de Lampe Participation qui était le family office nantais qui nous avait suivi au départ, qui a accompagné aussi, et on a Pays de la Loire Participation, donc ça c'est en termes d'ancrage local, on était plutôt content de ça aussi, qui
qui a accompagné, un fonds local nantais qui est Fastea Capital, et puis un fonds de business angel qui sont des entrepreneurs nantais, qui est Bambou, qui est aussi ancré à Nantes et qui a accompagné tout ça, et puis en soutien par ailleurs un peu de dette bancaire et la BPI sur le reste du complément. C'est quand même très étonnant ce différentiel entre le nombre de professionnels du juridique entre la France, l'Espagne ou l'Italie, puisque là, de ce que tu viens de mentionner, on est quasiment au double dans certains pays par rapport à la France. Est-ce que tu as une idée du pourquoi, du comment? Le fondement du droit a été posé par les Romains. Donc il y a une culture historique beaucoup plus forte en Italie, beaucoup d'individuels, à contrario des plus gros cabinets qu'on peut connaître en France, et encore plus si on va côté nord-américain où on est sur des très gros cabinets. Donc beaucoup d'individuels, une facilitation sur l'accès à l'installation qui est aussi plus forte à travers le cursus universitaire pour les produits de droit, et une habitude de consommation qui est aussi plus forte. C'est-à-dire que les Italiens ont un modèle qui est plus proche de ce qu'on peut connaître côté nord-américain, c'est-à-dire que le citoyen lambda se fait accompagner pour sa feuille d'impôt, pour son bail locatif, etc. Donc une consommation qui est aussi plus forte, d'où l'intérêt aussi d'arriver à cette digitalisation sur la relation, quoi. Donc un gisement de business qui semble être colossal, ne serait-ce que sur une extension sur d'autres pays européens. Est-ce que ça va vous demander au-delà évidemment de l'adaptation linguistique de la solution, ça va de soi, mais est-ce que ça va vous demander aussi des adaptations de l'ordre, je sais pas, juridique? Est-ce que la conformité que vous avez eue en France, elle est valable aussi là-bas? Est-ce que c'est tout aussi important dans ces pays-là, ou alors c'est comme tu le viens de dire, c'est déjà culturellement très très développé? Est-ce qu'il y a vous y voyez des frottements en fait dans le fait d'aller sur ces autres marchés, et quels seraient-ils? Oui, adaptation juridique nécessaire, mais plutôt classique, plutôt sur l'aspect CGU, CGS, etc. Sur le reste, on a des pratiques, que ce soit avocat comme notaire sur ces pays-là, qui sont très très proches, un cadre déontologique en tout cas qui est extrêmement proche du modèle français. On est sur un modèle latin, d'ailleurs que tu retrouves aussi en partie sur le Canada, en Amérique du Nord. Donc globalement peu d'adaptation au-delà de ça. C'est plutôt les champs de compétences qui diffèrent un peu. Les champs de compétences que peuvent avoir des notaires en France sont un peu différents en Italie, en Espagne, mais toujours nécessaires sur certains points. Le champ de compétences des avocats est beaucoup plus large que ce qu'on peut l'avoir en France, où on a encore des sujets qui sont réservés aux notaires. Ouais. Ok, tu parlais de l'enjeu de l'acquisition, acquisition en ce moment pour vous. Comment vous êtes organisé justement pour favoriser une bonne gestion de cette acquisition, qui plus est, il y a une acquisition de clients. C'est comme ça que vous les appelez, des justiciables, c'est ça, ou des... Ouais, je les appelle les usagers, mais ce sont des justiciables. Voilà. Ouais, t'as raison. Ouais. On va dire les usagers d'un côté, mais vous devez aussi continuer à recruter sans doute des professionnels, ou c'est un peu moins un enjeu maintenant et que ça va être surtout de recruter des usagers? On a un enjeu sales, effectivement, d'avoir à minima. Nous, notre sujet, c'est de dire il faut que j'ai un éventail de champs de compétences, que comme tu le sais, chez les avocats, ils ont des champs de compétences qui sont très très précis. Il y a le droit de l'immobilier, droit bancaire, dommages corporels, etc. Donc notre sujet, c'est de dire sur chaque grande ville de France, à minima, il faut qu'on ait un éventail de services, si on peut appeler ça comme ça, de champs de compétences qui soient suffisamment larges pour couvrir les besoins. Donc ça c'est notre sujet. Une fois que cet éventail-là est posé, on vient renforcer ça effectivement avec du market, de la com, un peu de SEO, SEA. On est obligé d'y passer un peu aussi pour après, ensuite alimenter ces professionnels-là du droit là avec les volumes de dossiers attendus, nécessaires pour garantir le succès aussi, même si tout repose pas là-dessus, mais
mais voilà. Donc on est sur un go-to-market plutôt par ville, avec la volonté d'avoir un champ de compétences suffisamment large, d'arriver à une alimentation suffisante en flux de dossiers, je dirais, sur ces profils-là, avant de passer aux villes suivantes. Alors même si aujourd'hui on est déjà présent sur près de 90 villes de France, hein, malgré tout, alors avec une densification très forte sur Nantes parce qu'on avait démarré par là, et sur Paris où il y a une demande très forte des avocats, sachant que par ailleurs tu as plus de 40% des avocats de France qui sont parisiens, mais voilà globalement. Donc une équipe sales qu'on a avec l'arrivée de notre CRO outillé avec du Clay, du Lemlist, Aircall, alors Salesforce aussi parce qu'on a un partenariat fort depuis le début compte tenu du parcours de Germain avec Salesforce. Donc on a ce package là côté sales pour déployer. Et puis sur le reste, notre sujet effectivement c'est un peu l'amélioration du parcours usager toujours et un peu de SEA aussi pour commencer, je dirais, à faire prendre la mayonnaise sur les villes. Et ce qui est très intéressant par contre, et c'est le retour qu'on a des professionnels, c'est que cette facilité d'accès à un professionnel du droit fait écho chez les particuliers qui eux-mêmes en parlent beaucoup plus. Et on a plein de professionnels qui nous ont dit j'ai eu des clients nouveaux parce que mes clients habituels ou quelques clients que j'ai eus ont trouvé ça tellement facile et cool de pouvoir avoir accès à moi facilement, échanger avec moi facilement via cette plateforme qu'ils en parlent d'autant plus facilement. Donc en fait une plateforme digitale qui va susciter bouche à oreille, d'humain à humain. C'est magnifique. Mais tu sais, c'est le repas de famille ou ami. Tiens, est-ce que tu connais un bon notaire ou un bon avocat quand en plus tu te retrouves confronté à quelqu'un qui dit attends, c'est super facile, tu vas le faire sur ton smartphone tout de suite parce que c'est toujours des sujets qu'on a dans un coin de notre tête et qu'on repousse. Là c'est facile et ça, comme on dit chez nous sans mauvais jeu de mots, ça facilite le passage à l'acte. Bon alors on voit que du coup ce bouche à oreille et prend une place significative. C'est très positif d'ailleurs quelque part. Il y a déjà des canaux ou un canal d'acquisition vraiment qui se démarque des autres, qui est vraiment plus performant ou pas? Côté pro ou côté justiciable? Ce serait l'un et l'autre. Ce serait bien d'avoir. Ouais. Alors écoute, côté pro, on fonctionne très bien via LinkedIn. On a beaucoup d'échanges avec les pros via LinkedIn et on a pas mal de nouveaux clients qui nous rejoignent par LinkedIn. Côté particulier, pour l'instant, on est essentiellement sur du Google, de recherche Google. On est plutôt bien placé. On a la chance d'être bien placé aussi parce que ça, c'est l'enjeu de demain sur des recherches ChatGPT. Je te laisserai le soin d'essayer ChatGPT en mode agent et lui demander, tu sais, il y a le module agent maintenant sur OpenAI et lui demander de te prendre rendez-vous avec un avocat. Généralement, il est plutôt sur Allo parce qu'on a facilité le parcours pour que la prise de rendez-vous se fasse via ChatGPT avec Allo. Et ça, c'est vraiment l'enjeu parce que tu le sais comme moi, la proportion de recherche se démultiplie de mois en mois sur ChatGPT et le mode agent va bouger quelque peu les lignes. Donc, on a un gros investissement sur ce sujet-là. On n'a pas encore eu ce relais. Ça a été une tentation à un moment d'avoir des très grosses campagnes marketing grand public. C'est des moyens considérables qui sont nécessaires. Donc, ça sera peut-être le cas au moment d'une série A pour vraiment asseoir la marque. Pour l'instant, on essaye de faire via des canaux plus classiques tels que Google ou OpenAI. Il y a des études qui viennent de sortir, notamment en provenance de SEMrush, qui est un outil qui est complètement lié à ces questions de recherche. Il se trouve que la question qu'on se posait en tant que marketeur, c'était est-ce que justement la part de Google est pas en train de baisser par rapport à la part peut-être montante des recherches via agent IA? Et en fait, il se trouve que la part globale des recherches a tout simplement augmenté et que Google a minima toujours la même prépondérance. Ouais. C'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait ces IA là viennent simplement rajouter une brique supplémentaire, viennent pas suppléer ou prendre des parts de marché d'un Google. Donc c'était assez intéressant à regarder. Alors juste pour finir un peu sur cet aspect-là de onboarding de nouveaux professionnels, notamment juridiques totalement, pardon.
Comment vous les gérez? Il y a un onboarding personnalisé et est-ce qu'il y a du sales assisté? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que l'expérience n'est pas du tout la même. Non, côté usager, on a suffisamment fluidifié les parcours. Tu te retrouves sur un modèle de prise de rendez-vous en ligne tel qu'on peut le connaître pour un restaurant, un médecin, un coiffeur, etc. Donc, il n'y a pas d'onboarding particulier sur le sujet. La petite nouveauté, je dirais, pour le coup, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne sur la santé nous ont beaucoup aidé, puisque les gens sont habitués au modèle maintenant. Mais ce qui est un peu nouveau chez nous par rapport à la prise de rendez-vous classique, c'est de remonter sur ton historique, de retrouver l'historique de tes dossiers, et demain tes documents, etc., qui va devenir vraiment ton coffre-fort juridique à titre personnel. Donc là, on va accompagner effectivement ce sujet-là, mais plutôt sur du self-onboarding côté particulier. Côté professionnel du droit, on a fait tous nos premiers clients en onboarding visio avec un CSM chez nous. Ça nous paraissait d'autant plus important dans une phase d'acquisition, d'adoption, parce que ces professionnels de droit satisfaits sont aussi nos meilleurs ambassadeurs dans un écosystème où ils échangent beaucoup, où ils se connaissent beaucoup, où ils sont en corporation. On continue toujours ça. On a réduit un petit peu en ayant une part de self-onboarding un peu plus conséquente, mais on continue toujours ça parce que l'usage aujourd'hui, l'acquisition est un focus, mais l'usage est extrêmement important aussi pour nous. Hein. Donc on veut s'assurer de ça. Donc tu as effectivement un onboarding qui dure 45 minutes et un mois après, on refait un point d'adoption et puis on s'assure aussi que le profil de droit met bien les relais en ligne, le backlink de prise de rendez-vous sur sa fiche Google My Business, le bouton qui va bien sur son site web, sur son LinkedIn, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on accompagne sur le rendez-vous d'adoption. Ouais. Comment vous voyez Allo dans 10 ans? Écoute, Allo dans 10 ans, pour nous, ça doit être la plateforme de référence sur l'accès au droit en Europe, tel qu'on peut le connaître sur d'autres modèles, effectivement. Et puis surtout, l'interface globale d'accès à la justice au sens large, puisque tu as aussi beaucoup de procédures, notamment en civil, où le particulier s'adresse en direct aux tribunaux et c'est souvent un parcours du combattant. Moi, pour l'avoir vécu, tu vois, j'étais en procédure d'adoption avec mon beau-père il y a encore un peu moins d'1 an. Ça a duré 3 ans. On m'a demandé 12 documents. 3 mois après, 12 autres documents et donc pour nous sur l'accès à la justice, ces sujets-là en font partie parce que tu as beaucoup de gens qui soit font le choix de pas se défendre, de pas se protéger, ou abandonnent. Hein. Moi, clairement, la procédure d'adoption en 3 ans, plein de fois, je me suis dit trop long, je dois renvoyer encore 12 documents, c'est pas possible. Papier, qui plus est, hein, déposé en main propre au tribunal. Enfin, tu as tendance à croire que dans le monde dans lequel on vit, c'est plus possible. Et puis surtout, c'est néfaste pour la protection des justiciables. Donc voilà. Donc quand je dis ça, effectivement, c'est la plateforme de référence sur l'accès au droit au sens large, que ce soit avec un profil de droit, dans la relation avec les tribunaux. Tu vois, nous, quand on a démarré Allo assez vite dans nos échanges, et d'ailleurs y compris avec le ministère de la Justice avec qui on échange de temps en temps, le sujet est assez vite sorti en disant Allo a un avenir de plateforme d'utilité publique. Au sens large, compte tenu des sujets qu'on adresse et qu'on va continuer d'adresser. Personnellement, tu te vois encore dans 10 ans, tu te vois encore dans le projet? Comment tu te situes par rapport à ça? Elle est dure cette question. Elle est dure cette question. Moi, je sais que, alors si je parle vraiment à titre perso et en toute transparence, je sais que l'expérience internationale nous intéresse beaucoup. Germain comme moi, donc aller, je dirais, accompagner le développement de la solution sur d'autres pays en Europe et même plus largement. Tu vois, on a des contacts avec la Chambre des notaires de Montréal, par exemple, dont on sait aussi qu'il y a une appétence sur le sujet et un besoin. Voilà, continuer à je dirais évangéliser Allo à l'international serait un sujet dans 10 ans que je porterai volontiers. Ouais. Alors, tu es impliqué dans l'initiative Time for the Planet? Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi, enfin, quel est ce projet et qu'est-ce qui t'a conduit à cet engagement? Moi, j'ai trouvé la démarche de Time for the Planet déjà et ce qu'ils ont pu en faire. Alors, je sais plus. Je crois qu'ils ont changé de nom même assez récemment. Il faudrait que je regarde, mais non, mais ça me paraissait important. Enfin, on a toujours essayé avec Germain d'être engagé à titre personnel sur différentes causes. Time for the Planet, parce que Germain y a aussi été pour nous un élément essentiel. Alors qu'il plus on est nantais, on habite à proximité de la mer, et quand tu peux voir l'état des plages là en cette sortie d'été, tu te dis qu'effectivement il y a toujours un vrai sujet. Tu vois, en ce moment par exemple, je commence à réfléchir là à des team building un peu plus engagés, où potentiellement on va faire de la collecte de déchets sur les plages, des choses comme ça. Je trouve que ça donne du sens aux collaborateurs. Et plus largement, nous d'ailleurs, enfin on en a pas parlé, mais dès le début, on a pris nous un accord avec l'association Droit d'urgence, à qui on reverse 1% de notre chiffre d'affaires et aussi 1% du temps de nos collaborateurs en soutien à cette association qui délivre du droit gratuitement pour les plus démunis, les personnes sans domicile fixe, sans papier, etc. Et ça a toujours été un engagement. On s'est beaucoup inspiré du modèle Salesforce sur le sujet. Le fameux 1-1-1, tu sais, 1% de leur chiffre d'affaires, 1% de leurs produits et 1% du temps de leurs collaborateurs aussi. Ça nous paraît important et au-delà de l'importance, même à travers la solution qu'on déploie, et ça a toujours été d'ailleurs le leitmotiv de Germain et moi, parce que ça fait un petit moment qu'on se disait qu'on allait lancer un truc ensemble, c'était de dire on veut pas faire de la tech pour de la tech, on veut faire de la tech au service du plus grand nombre, quoi. Et quand on dit au service, c'est un sujet utile au bien de chacun, et donc cette démarche de participer auprès d'associations et de reverser une partie de notre activité était important pour nous. Merci beaucoup Ludovic, je trouve que c'est une belle conclusion à cet échange. Je vous souhaite le meilleur pour l'aventure Halo et notamment cette expansion dans d'autres pays au moins européens. Pour nos auditeurs, merci pour votre fidélité, hein. Abonnez-vous à la chaîne Pile ou Sas, que ce soit Spotify, Apple ou encore YouTube, on est sur toutes les plateformes et vous pouvez partager cet épisode, c'est toujours bienvenu. Et si cette conversation vous a plu, vous pouvez par exemple l'envoyer à 2 contacts qui pourraient être intéressés par l'univers Sas ou alors en particulier le domaine juridique. Alors à très vite pour un nouvel épisode de Pile ou Sas. D'ici là, continuez de construire, d'innover et de partager. Salut, merci Ludovic. Merci.